Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on a sur le plateau Michel Branchy. Bonjour Michel, de retour de Paname. Oui, de retour, effectivement. J'ai été représenter notre journal, comme d'habitude, à la fête de l'humanité. Oui, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. On a surtout axé notre intervention sur le 100e anniversaire de justice et les camarades, aussi bien les compatriotes antillais, martiniquais, guadeloupéens et réunionnais que nous rassemblons parce que finalement la Guadeloupe n'a plus son stand malheureusement et on découvert que Justice était le plus ancien journal de la Caraïbe et peut-être de la communiste bien sûr de la Caraïbe et de l'Amérique latine et puis surtout le débat était extrêmement intéressant et je ne veux pas déplorer l'ordre du jour. Mais on va en reparler. Mais est-ce qu'il y avait des concerts? Est-ce qu'il y avait des concerts? Parce que la fête de l'UMA, c'est des gros concerts. Mais c'est pourquoi je ne te parlerai pas des concerts, je n'ai pas eu le temps d'aller. J'ai été dans les débats, j'ai été assisté au débat entre Martinez et Gabriel Attal, j'ai été assisté au débat entre Fabien Roussel et Pécresse. J'ai été au stand du livre où j'ai retrouvé toute une littérature, une profusion. Il y a un bond de l'édition du livre marxiste, etc. etc. Bien. Et accessoirement, je suis allé au stand de Cuba où j'ai pu danser la salsa avec l'ambassadeur cubain. L'ambassadrice ou l'ambassadeur? L'ambassadeur. L'ambassadeur, d'accord. Mais nous étions entourés de ce qu'il faut. D'accord, très bien. Alors, si je comprends bien, à l'UMA, les adversaires politiques viennent débattre là? Bien sûr. Ah ben, ils sont courageux, hein? Mais le pauvre Attal... vous l'avez massacré. S'est fait huer. Et Martinez a demandé à la foule d'avoir plus de correction vis-à-vis d'un invité. Très bien. Ok. Mais le type, il a bien pris ça, il a répondu avec beaucoup de sang-froid. C'est un jeune qui a du mordant, hein. Mais Martinez l'a... Très bien. Aplati. Merci José d'être avec nous ce soir. L'ancien patron des RCI, le boss. Ancien, oui. En fait, depuis le temps que j'ai quitté RCI, j'existe tout seul maintenant. Non, mais c'est pour rappeler ça à notre invité. Le maire de Casse-Pilote, bonsoir monsieur le maire, ça va bien? Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs, aux téléspectatrices, oui. Téléspectateurs, oui. Ça va, merci. Est-ce que tu savais que c'est ce monsieur qui a fait aussi grimper aussi haut dans les sondages, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe? Et je le sais. Je ne sais pas si je dois dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je le sais. Je suis taquin, hein? Bon. Très bien, mais ça, il le sait, ça, il le sait. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être avec nous. Eddy, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci à tous et à toutes. Je vais faire comme Michel. Merci d'être là. Très bien, merci bien. Alors, un journaliste martiniquais, semble-t-il, des RFO se fait attaquer. Vous avez entendu parler de ça? Oui. D'accord, j'ai vu que c'est sorti au journal de 13h sur RFO. Hier. C'est hier, c'est depuis hier? Oui, c'est Martinique, enfin, Martinique la première, oui. Et ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé d'avoir des journalistes attaqués? Oui, c'est arrivé à RCI, c'est arrivé dans d'autres médias. Il est surtout à dénoncer. C'est innommable. Quel que soit ce que l'on peut penser, quelque opinion dont on peut faire l'objet, il n'est pas question d'attaquer quelqu'un dans l'exercice de son métier. Et ils ont raison de porter plainte, ils ont raison de s'élever violemment contre cette agression d'un individu dont je ne sais pas pourquoi la précaution oratoire que l'on prend à chaque fois de ne pas citer le nom des voyous quand ils sont sous des théâtres d'exécution. Moi je dis on devrait pouvoir montrer du doigt celui qui a fait ça parce qu'on le sait pertinemment, hein. Tout le monde en parle, donc en fait il faut dénoncer ça et ça n'est pas bien que l'on puisse attaquer quelqu'un. Il se trouve que c'est un journaliste, mais quelle que soit la personne qui est dans son travail, il n'a pas à être, et le journaliste plus que n'importe qui d'autre, sous son théâtre d'exécution, n'a pas d'opinion à avoir. Il est là pour faire son métier de reportage, de reporter, de dire ce qu'il voit, de dire ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas faire d'amalgame et l'attaquer et le frapper.
Et puis, j'ai envie de te dire, pour faire très court, dans le langage bien de chez nous, grand monde va abattre grand monde. Alors, j'ai trouvé que quand même beaucoup de personnes se sont lancées dans ça sans peut-être prendre des précautions parce que les témoins qui étaient là ont dit que apparemment c'est le journaliste qui a porté le premier coup de poing et qu'il a été, à ce moment-là, on l'a rendu. C'est ce que des témoins qui étaient là m'ont dit. Donc, je trouve que tout le monde s'est jeté sur cette histoire en condamnant, mais sans peut-être vérifier ce qui s'est passé. Donc, tu aurais tendance à dire qu'un journaliste dans l'exercice de son métier a donné un coup de poing à un gars qui passait. Pas qui passait, il y a une altercation probablement entre eux, mais le premier coup de poing venait du journaliste. Je sais pas. Je dis simplement. Mais je dis bien. Je réponds. Semblerait, hein. Semblerait. Je réponds sur le reportage tel que je l'ai reçu. Un journaliste s'est fait agresser sur son lieu de reportage. Je dis, après, je n'ai pas les détails. Si il a reçu en retour une agression à la hauteur de l'agression dont il avait été à l'origine, je ne sais pas. Voilà, enfin, on dit bien, il semblerait. En tout état de cause, des journalistes, en d'autres temps, en d'autres lieux, si ça n'est pas le cas très précisément pour ce cas-là, des journalistes ont été agressés dans l'exercice de leur métier, et même des gens qui ne sont pas journalistes, qui, nous autres ici, faisons l'objet de propos extrêmement agressifs parfois. Ça n'est pas tolérable. Bien. Ça n'est pas tolérable. Très bien, messieurs, vous avez un mot là-dessus? Oui, Eddy? Oui, allons dire les choses. C'est Maurice Violeton qui a été agressé, qui est un journaliste de Martinique Première. C'est pas la première fois qu'il est agressé verbalement dans l'exercice de ses fonctions. Et je vous rappelle que des journalistes d'ATV ont été agressés. Notamment, je me souviens d'Erika Gouvendorazou, qui est maintenant à RCI, qui a été agressé à plusieurs reprises, notamment devant une gendarmerie suite au saccage de la distillerie de JM. Et puis, bien évidemment, il y a eu d'autres exactions. Moi, je pense que le climat qui est actuellement entretenu par un certain nombre de gens en Martinique n'est pas propice à, je dirais, à cette espèce d'équilibre que nous devons avoir en permanence. Quel que soit ce qui s'est passé, j'ai bien l'impression que les médias sont l'objet systématiquement du ressentiment d'un certain nombre de gens. Okay, vous vous rappelez que ATV a été envahi par un certain nombre de gens qui considéraient qu'ils devaient avoir la possibilité de dire ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient sur un plateau. Okay, donc tout ça, ça s'ajoute. Ça, tu sais, c'est comme un millefeuille. C'est graine après graine, okay, couche après couche. Et ça traduit quoi? Ça traduit deux choses, à mon avis. La première, c'est que il y a une volonté évidente d'un certain nombre de penseurs. Je ne parle pas des activistes, hein, ceux qui vont bloquer, péter, tout ça. Ces gens-là sont totalement, à mon avis, manipulés. Je parle des gens qu'il y a derrière, qui distillent un discours qui est extrêmement dangereux. Et Michel veut peut-être nous dire les noms des gens qui sont derrière. Parce qu'il dit qu'il faut qu'on dise. Hein. Non, mais peut-être que je vais te dire. D'accord, ok. Je vois que... Michel acquiesce. Michel opine. J'opine du chef parce qu'il ne faut pas simplement s'en prendre aux lampistes. Oui, ceux qui... Ok. Mais je laisse Eddy poursuivre. Ceux qui vont en tôle à la place des autres. C'est ça, c'est ça l'idée. Ok. Derrière ce discours, avec un certain nombre de gens qui sont à la manœuvre, il y a un discours qui est profondément raciste, qui est raciste au sens ethnique du terme, mais aussi au sens social du terme. Okay, alors quand les deux vont ensemble, évidemment, c'est plus facile. Et puis, derrière, il y a un discours dont les thèses sont proprement anti-liberté, profondément dictatorial. C'est
la domination d'un groupe sur un autre groupe, la domination d'un groupe sur l'ensemble de la société, etc., etc. Et il faut que les Martiniquais comprennent qu'on est, on revit en fait des épisodes qui sont inscrits dans notre histoire. Ça a toujours existé. Simplement, la liberté a toujours gagné. Et nous sommes, heureusement, nous sommes un peuple éclairé, grâce à notre éducation, grâce à nos parents qui se sont battus pour faire monter ce peuple en matière d'éducation et de conscience, grâce à des gens, alors bon, moi je pense surtout aux gens du PPM, du PC martiniquais, qui avaient, au tout début, bien évidemment, aujourd'hui, on peut en débattre, mais au moins les fondateurs et les gens qui ont travaillé à l'émancipation du peuple martiniquais, ces gens ont fait en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Aujourd'hui, c'est la résurgence de cette philosophie, qui est une philosophie obscure, qui a tendance à dire qu'une partie de notre population a le droit de faire ce qu'elle veut vis-à-vis des autres populations. Or, donner à ces gens l'occasion de s'exprimer, ne pas leur répondre, ne pas avoir un discours contradictoire, c'est laisser faire et laisser la porte ouverte à ce qui se passe ailleurs. Et moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Le journaliste agressé, ce n'est rien. C'est une petite partie de ce qui est en train de se passer. Okay. Bien. Ok, Michel, et puis après, monsieur le maire. Oui, alors, j'ai peu de choses à ajouter à ce qu'a expliqué Edine sur le caractère dangereux du climat. Mm-hmm. Il y a un climat délétère de violence verbale et de condamnation de tous ceux, alors je vais aller directement au but, de tous ceux qui pensent qu'il vaut mieux des Martiniquais vivants pour pouvoir lutter pour l'émancipation, quelle qu'elle soit, le progrès social, la justice, que des Martiniquais morts. Et que cela passe par la discipline collective vis-à-vis des mesures sanitaires, et que ça plaise ou non, que ça passe par la vaccination. OK ? Et par conséquent, sur les réseaux sociaux, il y a une véritable entreprise de terrorisme intellectuel. Donc, qu'un média, quel qu'il soit, et Dieu sait, il y en a certains qui, sous prétexte de liberté de la presse, donnent la parole précisément à ces gens. Mais même ça ne suffit pas. Il faudrait que le média en question ne passe que... Alors, il a utilisé obscur. Mais ce qui va avec, c'est que il a cité le PC et le PPM. Mais au début du XXe siècle, il y a un certain nombre de personnes qui sont nos ancêtres. Je pense à Jules Monroe. Je pense à André Aliquer. Oui. Je pense à Aimé Césaire. Je pense à Frantz Fanon, qui ont lutté, on appelait ça l'obscurantisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que les théories basées sur la race, et aujourd'hui ça s'appelle le noirisme. Il faut l'appeler par son nom. Ça s'appelle le noirisme. C'est-à-dire, on remplace la lutte des classes par la lutte des races. Mais il y a un exemple. Dans la Caraïbe. Lequel ? Haïti. Haïti. Mais tout à l'heure, nous allons parler d'Haïti. Je termine en disant que mon oncle, le docteur Célestin, a eu l'occasion de recevoir chez lui François Duvalier, qui était alors président
d'une organisation des médecins de la Caraïbe. Et à l'époque, c'était un homme cultivé et gentil. Et puis, il a développé, en s'appuyant sur le ressentiment qu'il y a en Haïti sur la question de race, il a développé un discours qui paraissait un discours, disons, de gauche. Bon. Et puis, il a ajouté un petit peu autre chose. Il a ajouté le vaudou. Il a voté d'autres choses. Et c'est devenu une dictature. Une dictature caractérisée. Excusez-moi. Mais il y a un théoricien du PUCH, Parti unifié des communistes haïtiens, qui s'appelle Pierre Charles, qui a caractérisé idéologiquement et politiquement ce courant. Ça s'appelle le fascisme noir. Bien. Voilà. Monsieur le maire, on a parlé aussi... Écoute, oui. Si je peux me permettre, j'aimerais quand même dire deux petits mots mais bien sûr. Concernant ce que je viens d'entendre. Quand on écoute ce qui a été dit... Ton cousin, hein? Mon propre cousin, mon copain et le patron de la radio qui l'a fait bondir, jaillir. Quand on les écoute, ils ont tout dit, c'est vrai. Mais il faut bien regarder une chose. Excès en tout nuit. Et un journaliste ne peut pas être agressé parce qu'il explique quelque chose. Le journaliste n'a pas le droit de dire son opinion personnelle. Il se doit de rapporter des faits. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais, comme a expliqué mon ami à ma gauche, je n'ai pas dit que c'était le bloc gauche, hein. Je parle des dits. Oui, non, mais j'assume. Je parle des dits. C'est une position géographique. Voilà, géographique. Donc, comme a dit, nous avons une situation où il y a un excès dans les attitudes. Mais pourquoi? C'est parce que nous vivons dans une démocratie. Et c'est ce qu'a expliqué mon cousin. Quand il a dit, si nous étions chez M. Bolsonaro, qui a dit l'autre jour que seul Dieu pouvait l'enlever de là où il est. C'est ce qu'il a dit. Personne ne va me tirer de là, sauf le bon Dieu. On parle du président du Brésil. Du Brésil. Oui. C'est une dictature. Nous savons que la Corée du Nord, c'est une dictature. Bon, donc, nous, on a la chance d'être dans la démocratie. C'est-à-dire que tout le monde peut dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus les médias pour pouvoir informer et traduire les situations, mais on a les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tout le monde se prévaut être un journaliste, se prévaut d'être un philosophe, se prévaut de tout ce que tu veux. Un médecin. Un médecin, effectivement, en mettant quelque chose sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et malheureusement, ils abreuvent une population qui, justement, et ça a été dit, est composée de gens qui ne sont plus des gens d'arrière-garde. On a évolué dans notre territoire, dans notre pays. Des gens sont éduqués. Nous avons affaire à une jeunesse qui est reconnue dans le monde entier comme juste après l'État d'Israël, avoir le plus grand nombre au mètre carré, Martinique, de diplômés. C'est ce que nous avons. On a des ingénieurs, on a tout ça. Et ces gens-là, aujourd'hui, il y en a parmi eux qui s'expriment, puis il y a des gens qui écoutent, et tout le monde fait de la philosophie sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'on part à toute vitesse, sans savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On dit n'importe quoi, et plus on dira n'importe quoi, plus on a le sentiment d'avoir fait le buzz, d'avoir fait le bug, d'être écouté, d'être... Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien,
la liberté arrive à tuer la liberté. Maintenant, comme l'a dit également mon cousin, nous sommes passés dans une espèce de machin de race. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Car je rappelle à tout le monde que celui qui a un accident et à qui il faut faire une transfusion sanguine ne demande jamais quelle était la couleur de celui qui a donné le sang qu'on lui met pour le sauver. Nous avons tous le même sang. Donc il faut qu'on arrive à dépasser ces choses-là. Bien. Et il y a une exploitation qui est faite par certaines personnes, d'un tas de jeunes, et qu'ils poussent en avant. Et comme l'a dit également Tony, c'est Eddie, pardon, qui peut tout dire. C'est effectivement ceux-là qui vont en prison, Eddie. Alors, juste avant que tu nous parles de... Tu as été la première commune à installer un vaccinodrome, c'est ça? Absolument. Hein? Avec un médecin décédé aujourd'hui qui t'a aidé à faire ça. Mais je voudrais quand même dire, parce qu'on reçoit plein évidemment de messages, il y a un certain Michel qui dit exactement c'est ce que fait Zouk TV des fois en invitant certains sur le plateau sans un débat contradictoire. Moi, je voudrais simplement rappeler à ces donneurs de leçons que beaucoup de personnes n'aiment pas le Front National, pourtant ils sont sur toutes les chaînes, ils passent sur toutes les chaînes. Absolument. C'est pas parce qu'ils prônent certaines idées qui sont interdites d'antenne. Donc, écoutez, si ça ne vous fait pas plaisir de voir M. Bérisson ou Anicia Berton sur Zouk TV, je vous en prie, changez de chaîne. Hein? Ce n'est pas plus difficile que ça. Mais je vais continuer à donner la parole à tout le monde à Zouk Télévision. Et chez vous, vous faites votre opinion. C'est simplement ça. On va parler du vaccinodrome. Alors, moi, je vais vous dire, le vaccinodrome, j'ai tout de suite dit à mon épouse, parce que moi, quand je suis au Colombo, et puis, je ne peux pas parler. On l'a dit. Il y a une chaîne qui passe toujours au Colombo. Hein. Ah ben oui, ben c'est peut-être... Le samedi soir. Hein. Absolument, il y a une chaîne qui a passé Colombo. Mais moi, je dis toujours mon épouse, parce que c'est elle qui est là, à qui je dis. Alors des fois, il me fatigue, parce qu'elle me dit que je la fatigue à répéter la même chose. C'est pas grave. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai dit, en 2020, quand ça a commencé, on ne sortira de ça qu'avec un vaccin. Ma femme m'a dit, j'ai dit, je t'ai dit, on ne sortira qu'avec un vaccin. Et je lui ai dit, on aura un vaccin avant la fin de l'année. Il m'a dit, mais tu es fou. J'ai dit, en octobre, on a un vaccin. Il m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais Annette, réfléchis. Qu'est-ce qui guide le monde? Deux choses. On sait quoi? Là où est l'argent? Je ne parlais pas de l'argent, je parlais de l'autre chose. De l'autre chose qui, tu sais, allons jusqu'au bout. Si tu veux tenir un bonhomme politique, tu mets une femme dans son lit. Hein. Et tu obtiens ce que tu veux. Ou une valise d'argent. Ou un homme de temps en temps. Maintenant, oui. Bon, en fait, donc c'est ça et l'argent. C'est ça et l'argent. Or, là, ça allait devenir la course à l'argent. J'ai donc dit, ils vont travailler vite et fort. Effectivement, dès octobre, il y avait le vaccin. Ils l'ont sorti en novembre à cause de Trump. Parce qu'ils n'ont pas voulu donner à Trump la raison d'être. Et j'avais dit avant la fin de l'année, après ça, il y en aura 3 ou 4 qui vont sortir. Et je vais t'expliquer quelque chose. Les laboratoires, quand ils travaillent sur un vaccin, ils mettent 7 ans, 8 ans. Mais pendant 7-8 ans, on leur donne des subventions. Ils font des études. Tout le monde travaille, tout le monde mange, tout le monde boit, avec tout ça. Puis au bout de 7 ou 8 ans, on te sort un vaccin, on dit « Oh, ça a mis du temps, ça vaut très cher, et ci et ça. » Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment de besoin d'intérêt à sortir vite. Mais là, bœuf, UV du vent, Bois-Glo clair, c'était au premier arrivé à toucher le pactole. La preuve, c'est que nous avons aujourd'hui une dizaine de milliardaires grâce au vaccin. Mais revenons en case pilote. Attends, mais je reviens à ce que je te dis. Donc, j'avais dit ça. Aujourd'hui, je continue. Nous avons, au mois de janvier 2021, j'ai dit à mes collègues, il faut qu'on mette un vaccinodrome. On a proposé ça au service de l'État. Fin du mois de février, on nous a dit banco. On a démarré au mois de mars. J'étais le premier de la commune à prendre le vaccin le 3 mars et le deuxième le 30 mars. Mais je vais te dire quelque chose, Mano. Les mots t'es Thibault, les mots t'es fou les pieds, moi.
maman moi t'es qu'à prendre zoé mouton pour te faire bail moi en cataplasme. Quand le bébé ne faisait pas ses selles, elle prenait de l'herbe grasse, moi je faisais avec mes enfants. T'es qu'à passer un petit coup d'herbe grasse pour faire du maman là, caca. J'ai vu ma mère nous baigner dans des bains d'hibiscus et de choses comme ça parce qu'on avait des gratelles. Oui, mais restons sur le vaccin, non, monsieur le maire. maire. Ce que j'essaie de dire, c'est que Remedies Grazier, oui. Et tout le monde a le droit de le prendre. J'ai mon pauvre frère qui m'avait appelé, il fait du thé, de machin, qui n'a pas comme ça. Oui. Et moi, je suis le premier à te dire oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, je crois au vaccin. Je crois au fait qu'il aide. Pour moi, il y a des gens qui disent que c'est un tort, qu'il cause du tort. Je vais te dire, entre mourir ou risquer de mourir du Covid ou risquer de mourir du vaccin, j'essaie de passer par le vaccin. Voilà, donc bien. Tu me demandes, oui, on a mis un vaccin. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'aujourd'hui... Ça s'est très bien passé. C'était uniquement pour les gens de Casse-Pilote ou pour le Nord? Non, on a accueilli des gens de partout. Et à l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait des machins, on a vacciné des gens qui avaient 50 ans, des gens qui avaient 60 ans, qui voulaient se faire vacciner. Il y avait les vaccins. Et moi-même, j'ai appelé un tas d'amis à qui j'ai dit, venez vous faire vacciner. Bon, tous ceux qui voulaient venaient. Parce qu'effectivement, il faut vouloir. Mais il faut que les Martiniquaises et les Martiniquais comprennent qu'on a besoin de se protéger. Bien. C'est tout. Je suis navré d'avoir dérivé par ta question. Aujourd'hui encore, le vaccinodrome est ouvert à Casse-Pilote? En ce moment, il est ouvert à certains jours, certaines de la semaine. Quand on l'ouvre, on prévient la population. D'accord, très bien. C'est selon l'ARS qui nous dit vous ouvrez ou pas. Alors, déconfinement progressif. Vous avez écouté j'ai failli dire le président de la République, le préfet de Martinique et le directeur de l'ARS. Qu'est-ce que vous en pensez sur le déconfinement? C'est un vrai déconfinement? C'est la même chose? C'est même bagarre. D'1 kilomètre, on peut aller jusqu'à 10 kilomètres. Écoute, moi j'ai un fils qui a des restaurants et il m'a dit, on va continuer à être sacrifié. Voilà ce qu'il m'a dit. Parce qu'effectivement, c'est très dur pour tous les restaurateurs. Non. Il me semble que les restaurants vont pouvoir ouvrir. Pas le soir. Ah oui. 19h, tu fermes. Ouais. Alors, tu as beaucoup de gens qui vont le soir. Ouais. Mais de toute façon, il n'y a pas le confinement, mais c'est de 19h à 5h du matin, le couvre-feu. Donc on ne peut pas laisser le restaurant ouvert, bien sûr. Non, à 19h, tu fermes le resto. Bon. Mais sinon, pour les autres choses... En tout état de cause, il y a un assouplissement des mesures telles qu'elles étaient appliquées jusqu'à là. Les gens peuvent aller se baigner, c'est déjà une belle chose. Ils peuvent aller à la mer. Effectivement, il a gardé le couvre-feu à partir de 19h parce que j'ai entendu que la propagation de la maladie se faisait plutôt en famille le soir que la journée, voilà. Après, moi je trouve qu'il y a un pas de fait et il faut que l'on puisse s'accorder avec l'idée qu'on n'a pas éradiqué la maladie, qu'on n'en a pas fini et qu'il faut continuer à observer les gestes barrières, à se nettoyer et à faire attention pour sauver le plus grand nombre. Bien. Oui. Je noterai simplement, à titre personnel, chacun voit midi à sa porte, mais enfin, je pense qu'au dehors des corporations, il ne faut pas tomber sous prétexte de défendre sa corporation dans le corporatisme qui consiste à ne voir qu'une petite partie et pas l'ensemble. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah bon, en tout cas... Non, excuse-moi, Kouz. Ce que moi je veux dire, c'est que nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Ah bon, d'accord. Parce que on est confinés, on est en train de discuter, confinés, déconfinés. Mais dans 15 jours, 3 semaines, le truc repart, hop, on est reparti. Nous sommes d'accord. Alors voilà, c'est ça qui me fait que... Je termine ce que je voulais dire. Excuse-moi. Oui, je voulais simplement dire que dans la foulée de ce qu'a expliqué Anelka, qu'il y a un desserrement quand même, mais bon, faut revenir quand même sur les fondamentaux. Il y a eu une amélioration de la situation, une baisse d'un certain nombre d'indicateurs. Mais l'hôpital est toujours sous tension. Bon, je ne veux pas vous infliger tous les chiffres qui ont été donnés par le préfet et par le directeur de l'ARS. Bon, ça veut dire que le confinement, ça marche, et que, par contre, que ce n'est pas terminé. Bon. Et par conséquent, et certains même,
les médecins, aussi bien en France qu'ici, craignent une 5e vague avec l'ouverture de l'école. On en a déjà parlé. Bon, avec l'ouverture de l'école. Par conséquent, et le point que qui m'intéresse, c'est que les salles de sport, maintenant, vont pouvoir ouvrir avec un pass sanitaire. Par exemple, de jeux de karaté, de judo, qui jusqu'ici étaient fermés. On pourra faire du sport, on pourra accueillir des gens venant de 10 km. Bon, avec les 1 km, on ne pouvait rien faire. Et on pourra faire du sport sur les plages. Bon. Mais cousin, tu viens de dire quelque chose qui est important. On pourra, avec un pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est quoi? C'est que tu as un passeport qui montre que tu es dans un état sensible qui permet. Mais justement, nous n'y arrivons pas si nous ne nous vaccinons pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous devons dire qu'il faut se vacciner. Ce n'est pas un ordre. Il faut expliquer. Combien de gens ont perdu des parents qui disaient « pas qu'à y vacciner » et puis ils sont morts. J'en connais qui refusaient de se faire vacciner et puis qui sont passés tellement près qu'à présent c'est eux qui défendent le vaccin parce qu'ils ont vu autour d'eux ceux qui mouraient. Letchimy a pleuré, je crois Letchimy quand il a pleuré, parce que quand on voit des gens dans ces situations-là, on ne peut pas ne pas le penser. J'ai un ami qui m'a dit que son frère refusait de se faire vacciner en Guadeloupe. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère et la femme du frère se sont retrouvés pendant 15 jours avec les trucs dans le nez chez eux parce qu'on ne pouvait pas les prendre à l'hôpital. Et lui, il lui fallait 7 litres. La machine donnait 5. On lui a mis 2 machines pour le sauver. Aujourd'hui, quand quelqu'un lui dit qu'il ne se vaccine pas, il est furieux. Donc il faut, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors concernant le pass sanitaire, on peut aussi avoir le pass sanitaire avec un test PCR. Si on le fait régulièrement. Vous devez tester ça tous les jours. Non, mais ça existe. Non, mais je dis que ça existe aussi. Non, mais Mano est problème. Et dit. On se calme. Non, mais tu vas faire un test tous les jours. Non, mais c'est ça que la loi dit. On va se promener, on n'a plus d'émission. C'est ça que la loi dit. J'aimerais répondre. Oui, dis. Avec tout le respect que je te dois, cher Mano. Pas de problème, monsieur le maire. J'aimerais répondre à quelqu'un qui essaie de nous poser de temps en temps des questions, qui est M. Abrouzi il est du Prêcheur. La Perle, là. Il a une association, La Perle, je crois. Oui, je le connais. Et lui dire que nous... Prêcheur, Grand Rivière, vous êtes voisins, hein? On est cousins, d'ailleurs. Cousins? On est cousins. D'accord. On est cousins. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut se faire licencier? La question, c'est les soignants qui refusent de se faire vacciner, alors que la loi est votée, elle est votée depuis début août, le 5 août, et approuvée par le Conseil constitutionnel, pourront-ils attaquer en justice ce chef d'entreprise qui le licencie? Alors, ça participe, à mon avis, cette question participe. Elle est un peu bizarrement posée, on va dire ça comme ça, puisque si M. Abrouzi avait bien lu l'arrêt du Conseil constitutionnel, il aurait vu que le Conseil constitutionnel a exclu le licenciement. Donc vous ne pouvez pas être licencié si vous ne refusez d'être vacciné alors que vous en avez l'obligation. Par contre, le chef d'entreprise va vous donner une petite enveloppe, à vous dire, bon, vous ne voulez pas vous faire vacciner, donc je suspends le contrat jusqu'à ce que vous... Alors, par contre, ça veut dire quoi? Quand on suspend un contrat, ça veut dire que vous n'êtes plus payé. Voilà, donc vous restez chez vous, et puis le jour où vous venez avec... Alors, il faut faire attention. Enfin, vous restez chez vous. Il ne vient pas à la société. Ah non, parce qu'il peut aller là où il veut. Non, vous restez chez vous. Voilà. Vous ne venez pas travailler, ça c'est clair. Donc voilà ce dont dispose la loi. Donc il n'y a pas de crainte de licenciement. Par contre, il est clair que vous ne pourrez pas indéfiniment rester chez vous. Parce que d'une part, il y a un certain nombre de contraintes, surtout dans ces professions-là. Et puis, j'allais dire, de contraintes de remplissage des missions, on va appeler ça comme ça. Il est clair qu'au bout d'un moment, vous aurez montré une volonté extrême de non-vaccination, il y a de fortes chances que votre contrat soit rompu.
Mais bon, là, on est sur... bien évidemment, tout est possible. Tous les recours à ce moment-là sont possibles. Mais il y a de fortes chances que les gens qui sont debout derrière ce qu'ils disent, et c'est là qu'on va voir, est-ce que les gens sont debout derrière ce qu'ils professent. Un certain nombre d'entre ces professions vont probablement choisir d'exercer un autre métier. Il faut être clair aujourd'hui. Moi, j'ai plus envie de rentrer dans les débats vaccinés, pas vaccinés. Il faut dire les choses très clairement. Les Martiniquais qui considèrent que l'une des solutions, c'est non pas la vaccination, mais la fermeture du pays, sont des gens face auxquels je souris régulièrement parce que je leur dis « Comment va ton fils ?» Et ils me disent « Ouais, ça va très bien. » Et il est où? Il est à Bordeaux. Ah, d'accord. Et il est rentré. Ah, moi, ça va faire du bien, mais vous savez qu'il peut rentrer. Hein? Mais pour qui ça, il peut rentrer? Mais pays à fin main. Ah non, c'est pas Bati Bolom qui a dit ça, c'est pas les étrangers. Ah non, c'est tous ceux qui arrivent au pays. De toute façon. Donc, tu vois, et c'est souvent dans les débats, on a des limites très très vite. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un argumentaire qui tient la route ou pas? Or, l'idée, c'est bien évidemment de refuser de débattre avec des gens qui ne vont pas très très loin. Et ça revient à ce qu'on disait au tout début de l'émission. C'est-à-dire qu'on est dans des débats qui en réalité n'en sont pas. Il n'y a pas d'argumentaire. Quand tu dis qu'il faut fermer le pays, au lieu de vacciner les gens. Bon, les pays qui ont fermé, c'est tous les pays de la Caraïbe, et dès qu'ils ouvrent, ils sont infestés. C'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a dit, moi, je ne veux pas vacciner, c'est zéro Covid. Et l'Australie. Et l'Australie, c'est zéro Covid. C'est-à-dire que depuis qu'il y a un Covid, on va mettre à dans la prison. Attends. Et l'idée... Bien évidemment, cette idée, elle est mise au placard très rapidement par la réalité. Eddie. Attends, Moliti, laissez-moi finir, ne pas interrompre. Le Premier ministre néo-zélandais a dit, bon, finalement, je suis désolé, mais ma stratégie ne marche pas. On va vacciner. Le Premier ministre d'Australie a dit, on ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, qui est en lien avec le monde, on ne peut pas se fermer. Au bout d'un moment, on meurt. Ok? Donc, si c'est et pourtant, c'est des pays continents. Si ce que les Martiniquais veulent, c'est mourir, protéger. Quand je dis mourir, c'est pas au sens biologique, c'est au sens économique. Ton fils est directement victime de la ferme. C'est ça, c'est là qu'on voit que ce genre de discours est parfaitement inopérant. Mais ce qui est terrible, et Michel a raison, ce qui est terrible, c'est que les gens qui disent ça sont parfaitement conscients des conséquences de leur discours. Mais, bien évidemment, ils sont tellement hypocrites. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça que je dénonce. C'est l'hypocrisie des gens qui disent aux autres, comportez-vous comme ça. Moi, je connais des syndicalistes. Je ne vais pas citer de nom, parce que ça n'a pas de sens. Je connais des syndicalistes qui professent autour d'eux la non-vaccination et qui sont vaccinés. Yo allez les lamentins, yo dit bon moi ou pas moi bon moi rapidement, allez. C'est un scandale. C'est-à-dire que dans ce pays, c'est toujours ça qui fait. C'est-à-dire qu'il y a une série de monde qui nie et puis qui regarde raide. Et puis pendant ce temps, on comprend faire quoi coûter et puis et c'est où qu'à mort. Donc moi ce que je demande aux gens, si vous avez une opinion, vous devez être debout derrière votre opinion et vous devez être en parfaite cohérence. Sous pas les mouns à les vacciner, pas vacciner. Eddie, je vais te dire quelque chose. On a parlé de la Nouvelle-Calédonie. On a dit que la Nouvelle-Calédonie était un territoire clean. On a dit que tellement sûr qu'ils voulaient se protéger qu'ils ont fait passer la loi à l'unanimité, obligation de se vacciner. Quelques jours après, 3 cas de Covid-19, 3 personnes du territoire, dans 3 endroits différents, qui n'avaient pas voyagé et qui avaient le Covid. Et depuis ça, le truc a démarré. Il dit, nous avons eu en Guadeloupe des cas de Covid. Ça venait d'où? Une réunion qu'il y avait eu dans le nord de la France, à Strasbourg, religieuse. Les gars sont revenus. Il suffit d'une personne
qui amène le machin, et ça part en flèche. Une religieuse, j'ai dit? Non, une réunion religieuse. Ah, une réunion religieuse, d'accord. Des évangélistes. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Okay. Et ce que Eddy te dit, ce qu'Eddy te dit, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas te protéger d'un ennemi invisible et tu ne sais pas à quel moment il arrive sur toi. Il arrive de n'importe où, même si ce n'est pas une personne, c'est quelque chose qu'on a renvoyé dans le pays pour quelqu'un. Donc, effectivement, Eddy, tu as raison. Il y a des tas de gens qui prônent non-vaccination, mais il y en a beaucoup parmi eux qui sont vaccinés. Et ils savent ce qu'ils font. Mais non, mais c'est vrai. Alors, tu sais, je ricane parce que j'en connais quelques-uns. Eh bien, j'en connais quelques-uns, mais on ne va pas les citer quand même. Non. Bon, je voudrais compléter ce que tu disais avec une analyse quand même de ce qui se passe autour de nous. Je cite un seul cas. Sainte-Lucie, la Dominique, mais Sainte-Lucie, où les cas sont repartis en flèche. Et Sainte-Lucie, le Premier ministre de Sainte-Lucie préconise la vaccination. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, l'école n'a pas repris de manière en présentiel. L'école à Sainte-Lucie, aujourd'hui, est uniquement en virtuel. OK? Et de nombreux pays, dans la Caraïbe, je pense le Mexique, les écoles sont fermées depuis 2020. Et Trinidad va reprendre l'école en novembre-décembre. Donc, ça veut dire que toutes les stratégies de ce type ont montré, et notamment avec le variant Delta, qu'elles sont inopérantes, comme dit Eddy. Et la responsable de l'OMS, qui est une Caribéenne, a pris à la semaine dernière, a lancé un appel angoissé parce que, en incitant les gouvernements, les responsables des petites nations de la Caraïbe de se vacciner, et comme eux, ils n'ont affaire qu'au dispositif COVAX, ils n'ont pas eux leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de vaccins. C'est ça le problème. La problématique de ces pays, c'est le manque de vaccins. Et pour terminer sur les pays caribéens, ils sont pris entre un dilemme important, ou fermer, et alors ils perdent leurs ressources, qui sont principalement du tourisme, et on voit l'économie s'effondrer. Ils n'ont pas de chômage partiel, ils n'ont pas une fonction publique qui continue à être payée. Il faut rappeler ces choses-là. Bon. Et à Cuba, on connaît la discipline des Cubains, mais les Cubains ont été obligés d'ouvrir un peu le tourisme. Et bon, ils ont eu une montée en flèche de l'épidémie. Bon, là maintenant, ils ont 2 vaccins qu'ils appliquent même à partir de l'âge de 2 ans. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'attend le gouvernement français pour autoriser les vaccins cubains en Martinique, qui sont des vaccins de type classique et non pas des vaccins à ARN messager, parce que ce serait quand même... tous les pays de la Caraïbe vont commencer à commander des vaccins. Venezuela, Colombie, etc., etc. Bon, et ce serait comme un comble que la Martinique et la Guadeloupe n'aient pas accès aux vaccins cubains, les 2 vaccins Abdallah et Soberania. Je termine là-dessus. Très bien. Alors, on a fini avec les vaccins, on a fini avec ça. On peut parler de prison ferme pour 3, rouge, vert, noir. Alors, c'est suite à... Ils avaient été à l'aéroport. Enfin, ils sont partis de l'autoroute. Hein, ils ont marché sur l'autoroute. Ils sont arrivés à l'aéroport et là, voilà. Donc, il y a 3 des rouges, verts, noirs qui ont été arrêtés et qui sont passés en comparution immédiate. Et ils ont eu de la prison ferme. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur, sur ça? Personne ne veut se lancer. Je ne vais pas parler rouge, vert, noir. Je vais dire quelque chose. Excès en toute nuit. Tu as le droit d'avoir ton opinion, mais tu dois respecter les autres. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est pas glorieux pour nous, les Martiniquaises et les Martiniquais. Quand nous sommes en train de prôner le respect des autres, qu'on respecte notre couleur, qu'on respecte le fait que nous ayons eu
des ancêtres qui ont souffert. On ne fait pas ça à des gens qui sont eux-mêmes venus gracieusement souffrir sur place. Je vais simplement laisser la parole, parce que je ne veux pas parler trop, mais il y a une chose qui est sûre et certaine. J'ai entendu une des personnes qui est venue, une femme, qui a dit que quand elle est venue soigner ici, son copain lui a dit « Ok, vas-y, va aider ». Elle aurait pu ne pas être venue, risquer de ramener des machins tout. Donc ce que je veux dire, c'est moi je parle de l'affaire de l'aéroport, c'est de ça que je parle. Je voulais en parler parce que je trouve que c'est une insulte pour nous, Martiniquaises et Martiniquais, ce que j'ai vu à l'aéroport. On ne fait pas ça. Quand quelqu'un vous donne, vous remerciez. Alors, en fait, c'est une des actions où on a eu le plus de réactions et de condamnation. De condamnation, de pétitions qui sont nées derrière ça pour dénoncer ça. C'est une honte pour la Martinique. Nous, on devrait même presque s'excuser pour ces gens qui viennent nous donner un coup de main. Après, c'est bien qu'à un moment donné, ceux qui ont en charge la sécurité du pays, je ne parle pas de cette action-là, seulement qui commencent à se dire qu'on ne peut pas laisser le plus petit nombre imposer des dictats au plus grand nombre. La liberté de circuler sur l'autoroute, la liberté de rentrer à l'aéroport ne peut pas être plus importante pour 10 individus que pour l'ensemble des centaines, des milliers de gens qui voyagent et qui vont et viennent. Cela suffit. À un moment donné, oui, il faut sévir et condamner des gens qui s'octroient des libertés contre la liberté. Voilà, ça n'est pas acceptable. Après, des 10 mois de condamnation, 10 mois de prison, c'est 3 fois rien par rapport à ce qu'on peut imaginer, l'étendue de l'acte, la honte que cela peut engendrer dans notre pays. C'est pas la Martinique, ça. C'est pas la Martinique. Mais pour rejoindre ce que disait Eddy tout à l'heure, c'est toujours pareil. On aimerait bien voir condamner ceux qui sont derrière. Oui. Alors ça nous ramène. Oui, pardon. Eddy, vas-y. Oui, moi ce que je voulais faire, c'est dire d'abord que moi je ne vais pas commenter les décisions de justice, je n'ai pas l'habitude de le faire, et je pense que c'est important. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que les manipulations dont sont victimes ces gens qui ont été condamnés, c'est ce que moi je retiens. On voit bien qu'il n'y a pas un type qui décide d'aller blesser un policier parce qu'il a envie de le faire. Okay ? Je pense que ces gens sont poussés. Alors il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, on va dire ça comme ça, parce que quand on écoute leur discours, notamment ici, sur cette antenne, j'ai été, comme beaucoup d'autres, scandalisé par les discours que j'ai entendus. Mais à la limite, je vais faire comme les prêtres, je vais pardonner. On pardonne, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qui est-ce qui, derrière, établit la philosophie qui pousse un certain nombre de gens qui sont dans des difficultés personnelles, qui sont... Là, il n'y a pas de gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des métiers qui leur apportent beaucoup d'argent parmi les activistes. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires qui descendent dans la rue. Il n'y a pas beaucoup de professions libérales. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise. Donc, c'est là que c'est dangereux. C'est un certain nombre de gens qui sont à l'abri financièrement, qui sont à l'abri socialement, qui disent à des petits jeunes qui sont en rupture de société, de rupture de bancs familiaux, ils ont des problèmes financiers, ils sont poursuivis par les gens à qui ils ne paient pas leur loyer. Bon, et les frères, c'est l'heure de faire la révolution. Allez, pétez-yo, aïe bloqué, ok, au Gavigné Benou, ouais, mais j'ai piscine. Et après piscine, qu'est-ce que tu as? J'ai Paul Dance, je peux pas venir avec toi. Il y a un moment, il faut arrêter. Ok, il y a un moment, il faut arrêter. Parce que, mais oui, les petits bouglas bon, Lulu, on connaît Lulu.
Lulu a plus de 50 ans. Les types qui croupissent aujourd'hui en prison, j'ai un petit message pour eux. Pensez aux gens qui vous ont envoyé là. Pensez fortement aux gens qui vous ont envoyé là, parce qu'ils ne sont pas venus s'asseoir dans la salle avec vous. Ils habitaient trop loin. Ils étaient trop loin, et ce jour-là, ils avaient piscine, et puis ils n'avaient pas de bagnole pour venir. Ouais. Ils n'étaient pas avec vous à l'aéroport, et ils ne barraient pas la route. Ok ? Maintenant, ça n'a rien à voir. Le scandale monumental qui a consisté à nous prendre pour des imbéciles. Là encore, on nous prend pour des imbéciles. Il y a des gens qui nous disent on a été à l'aéroport pour empêcher les touristes de débarquer. Et je leur dis ah bon ? Mais il n'y a pas de vol pour les touristes. Oui, il y a des touristes. Les mêmes gens qui nous ont dit regardez, il y a des touristes qui débarquent en Martinique, donc qui amènent des virus. Ces mêmes gens insultaient les mêmes touristes en leur disant soignants pas vignes en pays. Donc il ne faut pas nous prendre pour des cons. Vous insultez des soignants et après, comme vous avez senti que ce n'est pas bon pour votre image, vous dites aux petits qui sont derrière, non, on les insulte parce que ce sont des touristes. Les Martiniquais ne sont pas cons. Par contre, il y a un message qu'il faut faire passer à ces gens-là. Nèg pas qu'à battre nèg. C'est-à-dire que tant que vous allez vous en prendre à des métropolitains, à des étrangers, le Martiniquais va dire bon, mais si c'est des imbéciles, ça y a faire pas bien. Par contre, pas mes nèg. Est-ce que vous avez senti la différence? C'est-à-dire que le type qui est dans l'embouteillage là, qui est en 7 millième position sur l'autoroute, et que vous emmerdez parce qu'il a sa livraison à faire à Sainte-Luce, il va s'en souvenir. Une fois, 2 fois, 10 fois, un jour, ça va péter. Or, les gens qui sont derrière, c'est ça qu'ils veulent en réalité. Ils veulent créer les conditions d'une guerre civile. C'est ça le truc. On nous emmerde de ces gens tous les jours pour l'apathie. Et l'apathie, nous qui arrivons, c'est le grand soir pour foutre l'État français dehors et faire la révolution. C'est ça qu'il y a comme discours. Les gens ne le voient pas. Mais nous, on enquête sur ce genre de truc. On sait qu'il y a derrière. C'est le grand soir. Tous les moyens sont bons pour créer une évolution. Un pays où 75% des foyers sont abonnés, soit à Canal+, soit à SFR, on ne fait pas la révolution. C'est trop tard. Oui. Ah oui, Michel. Oui. Une fois de plus, je pense que Eddy a dit une bonne partie de ce que je m'apprêtais, que j'avais écrit d'ailleurs. Je veux simplement ajouter... Je te présente mes excuses, Michel. Non, mais je veux dire que je souscris totalement à tout ce que vous avez tous dit. D'abord, ça s'est passé alors que j'étais en France. Je peux témoigner que samedi et dimanche, nous étions dans un lieu où il y avait à la fois des Martiniquais, des Guadeloupéens, et des gens de l'outre-mer, des Polynésiens, des Réunionnais, et il y avait aussi des Européens. Alors bien sûr, c'était un lieu particulier, il n'y avait pas seulement des communistes, il y avait des démocrates, comme on dit d'habitude, des gens de toutes opinions, même des gens sont partis. Tous, au moment du débat, nous ont interpellés sur ces événements. Ça a jeté l'opprobre, la honte sur la Martinique. Donc, ce premier sentiment, c'est la honte et la tristesse. Ah ben c'est ça pour moi, hein. J'ai honte, moi. Bon, c'est la honte et la tristesse. Mais il y a une deuxième chose. C'est qu'il me semble-t-il, nous qui observons ces choses-là de semaine en semaine depuis un an et demi, il me semble que c'est l'acte de trop. C'est ce que tu as dit. Je voudrais souligner que j'ai été quand même, en même temps que j'étais un peu triste, j'ai été quand même rasséréné par le nombre de réactions nous avons dénoncé ici, plusieurs semaines, le manque de courage politique, d'une manière générale, des hommes politiques, de la classe politique, à quelques exceptions près. Sauf Kassulov. Hein? Sauf Kassulov. On l'avait déjà dit, Kassulov. On l'avait dit. On a déjà dit ça. On l'avait dit. Mais là, et je note qu'il y a eu des réactions de syndicats. Ouais. La CGTM. Plusieurs. Il y a la CDMT. La FSU, le SNES.
OK? Plusieurs syndicats. Il y a eu des associations. Il y a eu des associations. Tous créoles, par exemple, et d'autres. Bon, tous créoles, bon. Il y a eu et puis des dirigeants politiques. Et il y a une pétition que j'ai signée d'ailleurs, une pétition au départ, qui avait 39 personnes. On a plus de 6 000. Elle était assez relativement connotée politiquement, mais ça ne m'a pas gêné de la signer quand même. Elle émanait de certains milieux qu'on pourrait dire PPO, PPM. Bon, mais il y avait aussi beaucoup de retraités, de cadres, de Martiniquais qui ont prouvé leurs compétences dans beaucoup de domaines. Je vais citer au moins un. Mon ami Robert Taylor, directeur honoraire des hôpitaux et économiste de la santé et ex-commissaire de la concurrence et de la consommation. Je vais citer cet exemple. Et il y a eu une réaction, c'est-à-dire dans la société civile, ce n'est pas seulement les hommes politiques, c'est-à-dire des gens qui ont estimé, comme on dit en créole, que de l'eau dépassait farine. Et je crois que là, il y a, à mon avis, c'est l'acte de trop. Et la dernière observation que je vais faire, c'est parce que précisément, l'intox sur ces questions-là, ayant reculé depuis plusieurs semaines, comme nous avons noté, parce qu'il y a quand même une dynamique de la compréhension des mécanismes. OK ? On n'est pas aujourd'hui 17 septembre, puisque c'est... Hein, on n'est pas au même stade où nous en étions au mois de juin ou de juillet. C'est-à-dire que l'expérience a été vécue des effets de la maladie en Martinique. Et donc les thèses disant que les gens qui viennent là viennent pour nous vacciner, pour nous tuer, ça ne prend pas. Parce que c'est ça la justification de l'acte. Ouais. Bien. Mais, enfin bon, j'ai vu quand même sur une chaîne française, une essayiste, journaliste, enseignante française, parler de la Martinique en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de comprendre que ces Martiniquais et Guadeloupéens ont été échaudés avec l'affaire de chlordécone qui traîne. On botte en touche. Non, mais laissez-moi juste finir ma phrase. On botte en touche. Est-ce que c'est pas ce qui fait que ces jeunes se disent on va encore nous rouler? Et ça a été dit sur une chaîne française. Hein? Oui, mais c'est le discours qu'on entend sur des chaînes nationales martiniquaises régulièrement, la même question qui est posée inlassablement aux intervenants. Ouais, mais vous comprenez, la chlordécone fait que le vaccin dont on parle aujourd'hui contre la Covid, des milliards d'individus l'ont pris. La chlordécone n'a pas circulé dans des centaines de territoires à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut distinguer les problèmes. Il ne faut pas tout mélanger et à tout moment vouloir trouver des excuses là où il n'y a pas d'excuses à trouver. Le combat de la chlordécone qui est louable, certainement, qui est justement mené par un certain nombre d'individus, doit être dissocié de la vaccination pour la Covid et ne pas à tout moment, quand on n'a plus d'arguments, en face du préfet, en face du directeur de l'ARS, lui dire « Oui, mais comprenez, on a eu la chlordécone, c'est pour ça que les gens sont réticents. » Les gens ne sont pas réticents à cause de la chlordécone. Et une journaliste française qui répète ça, c'est pas parce qu'elle fait du journalisme en France qu'elle a raison de dire des bêtises. Attends. Allez, vas-y, et puis après Michel. Non, Malo, oui. Un mot. Oui. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a un effet dans le sol par ingestion. Et pour pouvoir avoir des effets dommageables pour la santé, il faut l'ingérer de manière régulière. OK? Le coronavirus, c'est un virus aérien. C'est-à-dire que même si tu n'ingères pas quelque chose de l'eau, ou des produits, ou des composantes... Non, mais bien sûr, je suis d'accord sur ça. Donc
ça n'a strictement rien à voir. Alors, cette journaliste ou cette enseignante, je ne sais pas, mais elle n'est pas la seule à comment dirais-je, à dire ces choses, comme José vient de le dire, c'est une idiotie parfaite. Pourquoi c'est une idiotie parfaite? Parce que aux Bahamas, les gens sont réticents. Ils n'ont pas connu le chlordécone. Ok? À Trinidad, ils sont réticents. Ils n'ont pas connu le chlordécone. En Mayenne, nous en France là, Mayenne, c'est le département le moins vacciné. C'est là, c'est mon nom qui a flippé le plus. Il n'y a pas connaître le chlordécone. On est d'accord. Donc l'argument du chlordécone est débile. Par contre, il y a une vraie question. C'est pourquoi dans ces pays-là, dans un certain nombre de pays, il y a une distance par rapport au vaccin. C'est d'abord une problématique culturelle. Je vais vous donner un exemple. Les Blancs, je vais être très clair, les Blancs n'ont pas peur du vaccin, les Noirs ont peur du vaccin. Ok? On nous croyait comme ça, parce que c'est ça la vérité. Vous voulez un exemple? La ville la plus vaccinée de Martinique, c'est Trois-Îlets. Pour quelle raison? Parce que c'est là où il y a en représentation proportionnelle le plus de Blancs. Ok? L'île qui est la plus vaccinée dans la Caraïbe, c'est Saint-Barthélemy. Pas Nian-Louneg, Saint-Barthélemy, hein? Okay? C'est ça la vérité. Alors pourquoi les habitants de la Martinique, une majorité d'habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie, de Trinidad, des Bahamas, de Jamaïque, de Guadeloupe, ont peur? D'abord pour des raisons culturelles, qui sont liées d'une part à la religion, c'est fondamental, à la superstition, c'est encore plus fondamental. Ok? Et derrière, bien évidemment, à l'expérience qu'ils ont vis-à-vis des vaccinations du passé et de leur réalité, de la relation aux médicaments. Nous avons les taux de recours à la médecine les plus faibles de France. Les nous malades, nous pas qu'à aller au médecin. Pour qui ça? Parce que, yo toujours dit nous, et comme c'est des mamies de 90 ans ou 80 ans qui s'occupent de gosses de 5 ans, c'est pas prêt de finir. Ok? C'est pas prêt de finir. Tu as des gosses qui aujourd'hui te disent, mon parent met tes bails violets. Attends, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Pourquoi tu mets pas du violet? Ah, ma mamie m'a dit que c'est la mort. C'est ça qui continue. Comme il y a 4 générations, voire 5 générations en même temps dans la même famille, on va continuer ce genre de retour vers le futur, appelons ça comme ça. Ok? Nous connaissons, allons dire la vérité, nous connaissons des agriculteurs, parce qu'il y a des gens qui ont traité le médecin qui a parlé de vaudou de profond connard. Ok? Est-ce qu'ils vont nous traiter, nous, de profond connard? Quand on va dire la chose suivante, quand on est en élection, en campagne électorale, vous ne trouvez pas un coq noir. Cherchez Wiptio de stock, mouton noir, Wiptio de stock. Moi, je connais des éleveurs qui ont fini par se spécialiser dans les animaux noirs. J'en connais. C'est monsieur qui a dit, bon, là par exemple, il y a une élection à venir. Non, mais il n'y a plus de 4 croisés, hein, c'est fini ça maintenant. Ah bon? Mais oui, il n'y a plus de 4 croisés. Non, mais c'est un point, mais à un point, c'est même bien là. Mais là, il y aura tourné folle. Parce que nous sommes sur la religion. Vous avez vu beaucoup de prêtres monter en disant, bon, et arrêtez vos conneries là, allez vous vacciner, ok? Vous en avez vu beaucoup? Moi, je ne connais pas. Attendez les mecs, laissez-moi aller jusqu'au bout, je vais finir. Ni des prêtres, ni des évêques, à quelques exceptions près, Mais quand tu vas, nous on fait des sondages, quand on demande aux gens, mais pourquoi vous ne vous vaccinez pas? Ah, mais la Vierge Marie ne m'a pas dit de me vacciner. Hein. C'est ce que moi j'entends au téléphone. La Vierge Marie m'a dit de ne pas me vacciner. Donc, voilà une réalité. Alors, ce n'est pas évidemment la majorité de la population, mais, vous savez, les 10 moun pas les bas, 5 moun, ça a fait 50 moun, hein? Ok? Ça a fait 50 moun. Donc, nous devons tenir compte de nos particularités culturelles et lutter contre ça. Comment on lutte contre ça? En donnant l'exemple. Les gens qui ont une influence sur les autres et qui sont vaccinés de manière de traîtresse, hypocrite,
et qui disent mais non, vous inquiétez pas, c'est pas la peine, mais non, on a des médicaments, on a des traitements, mais au Japon vaccin en 3 fois, hein. Mais on a dit c'est mon nom, vous inquiétez pas, les médecins qui continuent à distribuer des tracts dans leur cabinet, ils ont déjà vacciné, hein. Ils ont allé l'ARS pour qu'on vaccine. Ils ont demandé l'anonymat. Est-ce qu'on peut ne pas dire que je me suis vacciné, s'il vous plaît? Eh bien, ces mêmes médecins continuent à déposer des tracts dans leur cabinet. Voilà notre réalité. Donc, cette histoire de chlordécone, ça suffit. Monsieur le maire. Oui, alors, écoute, d'abord le chlordécone, c'est l'argument des lâches et des menteurs. Quand ils n'ont plus rien. Enfin, des menteurs. Non, ce sont des menteurs, parce qu'ils savent très bien que le chlordécone n'a rien à voir avec ça. Ils le disent. Oui, c'est dans ce sens que je dis que ce sont des lâches et des menteurs. Parce qu'ils mentent, comme le dit Eddy, ils mentent en utilisant quoi? Le chlordécone, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Parce que là, je rejoins Eddy, c'est un problème culturel. Et c'est vrai, j'ai mis du temps à le dire, mais je vais le dire, puisque mon sorti blanc, même si mon cousin qui sortit que il est arrivé d'Afrique, parce que c'est vrai, mon cousin comme ça, mais mon sorti blanc. Alors, c'est un peu délicat pour moi de dire que nous avons un problème de couleur qui est lié à notre culture. Et ça, Eddy vient de bien l'expliquer. Et à la religion. Et là où tu as un problème de lâcheté, c'est que, et j'ai été lâche de ne pas dire ce que Eddy a dit, mais je le pense. Donc je voudrais ne pas être lâche en disant ça, mais je te dis que ce qui se passe, c'est que quand tu as un médecin qui se dit qu'il va perdre sa clientèle, s'il dit à la clientèle d'aller se faire vacciner, je suis vacciné, vaccinez-vous, Bougla Kagade qui ça, je t'ai dit c'est l'argent qui guide. Donc le gars, eh ben, il n'a pas envie. C'est comme le politicien qui n'ose pas ouvrir sa bouche pour dire ce qui a été fait. Et je ne crache sur personne, je suis moi-même politicien. Mais des fois, tu n'oses pas parler. Moi, mets-toi à ma place, je vais parler, j'ai des enfants. Je ne sais pas si demain, on ne va pas aller raconter quelque chose. J'ai un enfant qui est avec son cousin Burger King. Quand on a mis le pass sanitaire, le texte, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un faux, qui était un document avec l'emblème de Burger King et qui était adressé aux salariés pour leur dire que ceux qui n'allaient pas se faire vacciner allaient être licenciés. Tout à fait. Ceux qui n'acceptaient pas le pass, c'était en fait que des choses comme ça. Et bien tu sais ce qui s'est passé? Le document est sorti le samedi. Le dimanche soir, on a été essayer de mettre le feu dans un Burger King de mon fils. Il y a une vidéo qui circule où on voit... Alors que 3 types qui ont été. Donc tu comprends que tout le monde a un peu peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de celui qui va être malade, de celui, un seul, qui peut causer un tas de préjudice à tout le monde. Regarde, aujourd'hui, on est en train de juger un type, un salopard qui a tué des centaines de personnes et qui a justifié ça en disant qu'il n'avait rien contre les gens en général, mais qu'il attaquait le pays, donc il a été foutu une bombe, il a tué les gens. Voilà où on en est. Donc tu arrives au stade où les gens craignent de s'exprimer. Et Eddy t'a dit tout à l'heure qu'à force de tirer sur la ficelle, ça peut casser. Parce que les excès nuisent. Et quand les gens vont en avoir vraiment marre, tu l'as dit aussi tout à l'heure, les cousins. Quand les gens vont en avoir vraiment marre, José, tu l'as dit aussi, les gens vont sortir pour dire il y en a assez. Toi-même, tu l'as dit, 3 ou 4 gars qui bloquent combien de dizaines ou de centaines de personnes. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Et effectivement, socialement, ce qui se passait, c'est qu'au début, ils disaient, bon, ben, c'est fait contre le blanc, c'est fait contre le riche, c'est fait contre le béquet, c'est fait contre... Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est fait contre eux-mêmes, contre la société. Et ça, tu l'as dit, les cousins. Tu l'as dit, que les gens se rendent compte que c'est aller trop loin. Tu passes au cousin Oui. Alors, tu as parlé de la force des croyances
Et tu as parlé Michel, même... pardon, 2 secondes. Tu peux dire au marabout d'arrêter d'infecter notre site là. Je passe mon temps à effacer ça. C'est beaucoup là. C'est la preuve par l'absurde de la réalité de ce que tu dis, parce que les marabouts n'existent parce qu'il y a une demande. Oui. Ah, ok. Messieurs, les gars, n'arrêtent pas d'infecter notre truc là. Ils ne viennent pas ici parce qu'il n'y a pas de demande, hein. Bon, ok. C'est pas ni volet, pas ni souterrain. Redis-la parce qu'on l'a pas entendu. Je voudrais dire un mot quand même. Nous avons été avec l'association de défense de la famille et de l'individu, un certain nombre de familles qui ont lutté contre une secte qui s'appelait l'Ordre du Temple solaire, avec monsieur Lucien Zéclair. Et nous avons, parmi les questions que nous nous sommes posées, pourquoi ce type de secte prospère en Martinique? La conclusion, c'est l'imprégnation de notre population aux mystico-religieux de haut en bas de l'échelle. Parce que la majorité, écoutez bien ce que je vous dis là, hein, la majorité des membres de cette organisation étaient des médecins et des paramédicaux. Tirez-en les conclusions. Ouais. Et la secte était dirigée par un médecin. Ça s'est terminé par des centaines de morts, dont 2 Martiniquaises, je peux les nommer, Lynn Bonne-Leureux et sa fille. Ouais. En Suisse. Ok. Bon. Okay. Alors, je voulais simplement vous dire, j'ai lu avec intérêt une note de la FP concernant, on avait parlé du pape. Là, c'est de nouveau le pape a récidivé. Le pape François a lancé une pique mercredi, avant-hier, hier, aux cardinaux négationnistes, ne souhaitant pas se faire vacciner, en faisant allusion à son principal opposant qui a récemment contracté le Covid-19. Dans le collège cardinalice, il y a quelques négationnistes. L'un d'eux, le pauvre, a attrapé le virus, ironie de la vie, a déclaré le souverain pontife. C'est très charitable, hein. Tu as vu qu'il n'a pas fait allusion à Dieu. Oui. Il a dit ironie de la vie. Oui. Qui le ramenait d'un voyage apostolique en Slovaquie. Je passe, sans le nommer, François faisait allusion au cardinal américain ultra-conservateur Raymond Burke, l'un de ses plus farouches adversaires au sein de l'Église catholique. Ce dernier avait contacté le Covid-19 au mois d'août et avait dû un temps être placé en soins intensifs dans un hôpital. Le pape a précisé qu'au sein du Vatican, tout le monde est vacciné, à l'exception d'un petit groupe. On est en train d'étudier comment les aider, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à bord de l'avion. Le pape, fervent défenseur depuis des mois de la vaccination contre le Covid-19, a montré une certaine incompréhension envers les personnes sceptiques sur le vaccin. Je cite, « C'est un peu étrange parce que l'humanité a une histoire d'amitié avec les vaccins, s'est-il étonné, en évoquant les sérums qui protègent depuis des décennies les enfants contre la rougeole ou la poliomyélite. » Voilà. Bien. Dépêche AFP. Bravo. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler, messieurs, de la réserve mondiale de biosphère? Je crois que Serge Letchimy a fait un discours hier. Je crois que c'est acté maintenant. C'est ça, hein? Oui, en fait, au-delà du discours, je crois qu'il faut saluer très fortement l'initiative de cette Martiniquaise qui est experte auprès de l'UNESCO et qui s'est dévouée corps et âme pour faire aboutir cette opération. Je vais parler de Nathalie de Pompignan, qui est, comme vous le savez tous, a été aux côtés du commandant Cousteau dans ses œuvres par le passé et qui est, je l'ai rencontré dans l'exercice de mes fonctions par le passé il y a près de 5 ans et elle était déterminée à faire aboutir l'inscription de la Martinique qui arrive, soit dit en passant, 20 ans après la Guadeloupe. Oui. Voilà, il faut le dire. Plus que ça. Non, c'est 92. 92, ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Oui, mais 92, ça fait 30 ans. L'année prochaine, ça fera 30 ans. C'est des bêtises. Mais oui. C'est pour ça beaucoup plus. Ah oui, beaucoup plus. Une trentaine d'années après la Guadeloupe. Et donc, moi, je veux... c'est récupéré aujourd'hui. Si l'aboutissement, c'était ce mercredi, on avait l'information. Et c'est bien pour la Martinique. Et à travers
tout ce qui se passe de mal aujourd'hui, tous les discours négatifs que nous entendons, quand on voit 4 couillons marcher sur l'autoroute pour rien, je veux dire, il faut saluer ces bonnes choses qui arrivent pour la Martinique. Absolument. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une vraie bonne nouvelle pour la Martinique. Après, d'autres savants expliqueront mieux que moi tout ce que cela peut apporter d'être réserve de biosphère. C'est déjà parler de nous. On ne parle pas tant que ça de nous dans le monde. Dans le monde, c'est pas la Martinique qui est un numéro parmi 700 autres. Hein. C'est pas la Martinique qui est le premier espace de ça. Et c'est très très bien pour nous autres. Il faudrait peut-être expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que cette histoire de biosphère. Oui. Alors, il y a un élément qui est important, c'est que ça part d'une nouvelle stratégie pour le développement de la Martinique. Et je pense qu'il faut soutenir de manière extrêmement forte ce type d'initiative. C'est quoi cette nouvelle stratégie? Nous, comment on peut se développer? On est souvent dans un rapport Martinique-France, le plus souvent. Quand on pousse un peu, on est dans un rapport Martinique-Europe, notamment sur le plan financier. Et ce qui nous manque, c'est ce rapport Martinique-Caraïbes. Là, il y a des efforts qui ont été menés, notamment par Serge Alchimi lorsqu'il a initié l'adhésion à l'OSCS, etc., qui a été poursuivi par Alfred Marie-Jeanne. Ne t'inquiète pas, Michel. Moi, je dis tout. Je ne suis pas là pour faire aller sur des choses partisanes. Donc, les hommes politiques qui ont œuvré dans ce sens-là doivent être salués. Mais là, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Or, à quoi ça sert de faire partie du club? Il y a 700 réserves. 730. Un peu plus. Il y en a 18 dans la Caraïbe. Ça sert en particulier à multiplier les accords de coopération. Nous ne savons pas tout. Les autres ne savent pas tout. Notamment, ils ne savent pas ce que nous, on a. Et nous, on ne sait pas ce qu'ils ont. Donc, cette coopération, cet échange, c'est déjà le premier élément. Parce que quand vous rencontrez des gens qui ont des problématiques, par exemple des problématiques biologiques, sur par exemple des espèces invasives, on a parlé de ça régulièrement, tu as des plantes qui arrivent. Alors c'est ça qui me fait sourire. Les sargasses ou des plantes. L'escargot, etc. Et ça me fait sourire parce que ça me fait penser aux mecs qui veulent fermer le pays. Ou pas qu'arriver à fermer un pays pour un escargot va rentrer, ou bien un crocodile. Comment un crocodile l'a fait pour arriver? C'est qu'il y a un monde qui mène, parce que s'il pas nager du Venezuela pour arriver Martinique, tu n'arrives pas à gérer des espèces invasives, des plantes, des escargots, des animaux, et tu veux empêcher un truc que tu ne vois pas de rentrer dans le pays. Donc, ridicule, débile. Par contre, l'autre élément, c'est l'accès à des financements. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand tu fais partie de ce club-là, tu as des financements internationaux et tu tombes sur des milliards d'euros. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu ne passes plus par la rue Oudinot, tu ne passes plus par Bercy, tu ne passes plus par le président de la République. Tu es dans un club. Tu es dans un club international. C'est ce type de stratégie qu'il faut développer pour la Martinique. Donc, Madame de Pompignan, félicitations. Jean-Paul Joannel, félicitations. Oui. Karine Wakami, félicitations. Bon, j'en oublie, il y en a d'autres, mais des gens qui se sont battus. Ils se sont battus, et moi, quand j'ai rencontré Madame de Pompignan au tout début, je me suis dit, mais vous allez m'enfler. Hein. Et elle m'a dit, oui, je sais que je vais m'enfler, mais je vais aller jusqu'au bout. Parce que des gens comme nous, il y en a eu plein dans le monde entier. Donc il n'y a aucune raison que nous soyons plus débiles que les autres. Nous ne sommes pas débiles, nous sommes des gens intelligents en Martinique. OK ? Et puis surtout, nous n'avons pas besoin d'avoir de subventions des instances politiques pour réussir. La preuve. Donc, cette stratégie qui est une stratégie d'ouverture au monde, c'est ça que nous devons avoir. Et ça, c'est un élément, mais il y en a plein d'autres qui sont en cours. Et ça doit être souligné, ça doit être porté, et je pense que nous allons bientôt recevoir ces gens-là
C'est ça. J'allais dire, ce serait bien de on va le faire. Ouais, c'est ça. Oui, alors je cherchais le nom de la personne qui m'a téléphoné. C'est Jean-Paul Joannel, effectivement. Oui, oui. Jean-Paul Joannel, que je connais bien, qui est un judoka karatéka comme toi aussi, non? Un karatéka. C'est un karatéka comme toi, oui, je crois. Jean-Paul Joannel est président du karaté club de Bellefontaine, je crois. Et bon, il a été membre du... malheureusement, il est comme moi, il a un problème de genou. Bon, mais il a aussi d'autres activités. Et c'est lui qui m'a informé de la réussite de cette initiative. Et effectivement, il fait partie de ceux qui, depuis de nombreuses années, avant même qu'on en parle, on discutait, s'inquiétaient de la situation démographique de la Martinique. Hein. Bon, enfin bref. Donc, je m'associe à vos félicitations. Ouais. Effectivement, ça a nécessité beaucoup de travail, de lobbying. Oui, ils ont été dans les 34 communes. Voilà, ouais. Par exemple, un truc. 34 conférences. Ils ont été dans 34 communes, faire des conférences et recueillir les avis des gens. Et ce qui a fait le succès de leur dossier, c'est que les gens qui jugent les dossiers, donc à l'UNESCO, ont dit mais c'est la première fois qu'on a un travail fait avec le terrain en fait. Et on dit souvent ici, on ne prend pas suffisamment la tâche des gens. On balaye ça d'un revers de main parce que Moun Grand Rivière, c'est pas grave, Moun Basse-Pointe, c'est pas grave, Moun Sainte-Luce, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je redis, et comme j'ai mon pote à côté de moi, la proximité, c'est la clé de la réussite dans ce pays. C'est les gens qui pensent, ce n'est pas la même chose à Paris, c'est clair. Tu vas pas pour diriger 70 millions de gens, tu vas pas aller interroger le type qui est à Garges-les-Gonesse, pas forcément. Mais ici, on est un tout petit territoire. Allez à la proximité. En ce qui me concerne, j'ai reçu cette dame, moi aussi, parce que c'est vrai qu'elle a fait le tour, et c'est pas aujourd'hui que je l'ai vue. Il y a déjà quelques temps de ça, mais c'est une personne qui était déterminée et qui a travaillé très dur pour que ce projet aboutisse. Et c'est un projet qui aboutit aujourd'hui. Et effectivement, on doit dire que c'est notre projet à nous tous, parce qu'elle nous a permis à tous faut qu'on soit fiers d'y participer. Puisque en venant voir, comme l'a dit Eddy, les gens pour avoir leur avis, c'est leur permettre de participer. Et c'est comme ça qu'on réussit. Seul, on ne fait jamais rien. Il faut qu'on signale à un certain nombre de journalistes. Alors tout à l'heure, on les a défendus. Faut qu'on signale un certain nombre de journalistes qui ont essayé de péter ce projet, de le péter, vraiment. Ou des politiques. En allant chercher la petite bête, oui, mais Madame Ta été l'UNESCO avant, normalement, il pas tout, oui, mais c'est embêché. Enfin, des trucs délirants. Je répète souvent qu'on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert ici, mais c'est terrible, frère. Pouchi, ce qui a fait ça, qui ça qui mène les autres. Et donc, il faut on fait passer le message ce soir. On sait que vous avez fait ça. Ne vous inquiétez pas. On le sait. Il dit, moi, je fais passer le message que j'essaie de faire passer depuis toujours. Avançons ensemble, la main dans la main. Non, mais il ne faut pas être naïf. Mais laisse-moi te dire, il ne faut pas qu'on soit naïf. Sans être naïf. Non, mais dis, tu sais, tu as un gars qui n'était pas naïf. Je ne suis sûrement pas cette personne qui a réussi une révolution justement en Inde en ne faisant pas de révolution et en tendant la main. Ouais. Donc moi je considère qu'il faut... Tu as oublié. Mais la culture est différente, mais c'est pas grave. Tu as oublié qu'il s'est pris une balle. Mais c'est peut-être... Tu as oublié ça. Oui, il a pris une balle, mais il a un pays aujourd'hui. Oui, tu as un mec qui a dit I have a dream. Tu te rappelles, il s'est pris une balle. Mais peut-être qu'il y a une balle qui m'attend. Non, mais faut pas nous prendre balle. Il ne faut pas qu'on prenne des balles. Voilà. Mais il faut qu'on soit... Ce que tu dis est exact. Il y a ceux qui n'aident pas, ceux qui n'aident pas. Et il faut leur montrer qu'au contraire... Oui, il faut leur dire. Il faut leur dire qu'on est là. Tu sais, si tu vas au fond, ce sont des gens, la religion est très profonde ici.
quand tu as dit la religion, quand on te donne une claque sur une joue, ton l'autre joue. Faut pas être couillon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut accorder le crédit au fait que les gens ne sont pas forcément méchants, mais les gens peuvent être rendus bêtes parce qu'ils savent très bien qu'ils sont bêtes, mais ils ont un orgueil, ils ne veulent pas perdre. Messieurs, avec l'orgueil, c'est le péché le plus grave. Hein. Alors, messieurs, on a fini. On a fini. Tu m'as fait une calotte, je te fais Akeoke qui a pour Tsuki. D'accord. Alors, avant de terminer, est-ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on peut dire un mot sur Grand-Madame Lan, qui s'en est allée cette semaine, les 7 Michaud-Chevry? Est-ce qu'on peut dire un mot sur elle, si vous l'avez rencontrée, connue très rapidement? C'est une grande dame, parce que c'est une personne qui avait une forte personnalité. C'est une personne qui savait défendre ses idées, et je respecte les gens qui ont ce côté, mais c'était une personne qui sortait de l'ordinaire. Bien, donc, Michel. Voilà. Non, rapidement. Très rapidement. On pourrait dire beaucoup de choses sur Lucette Michaud-Chevry. Je dirais une seule chose. Lucette Michaud-Chevry était gaulliste, était surtout gaulliste, et elle était de droite, mais elle n'a pas hésité en 2002-2003, à signer la déclaration de Basse-Terre avec Antoine Karam et Alfred Marie-Jeanne, et à influencer donc Chirac pour qu'il modifie la Constitution française et qu'on puisse consulter les départements d'outre-mer, département par département, alors qu'auparavant, pour une évolution institutionnelle. Auparavant, il fallait consulter toute la France. Et cette modification constitutionnelle de 2003, c'est de cette consultation, de cette modification constitutionnelle que, en fait, a résulté l'installation actuelle de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane. J'ai un petit doute, tu vas peut-être m'éclairer. Le rapport Listamae a été déchiré par Alfred Marie-Jeanne. Tu dis qu'ils ont signé ensemble. Non, tu as dit qu'ils ont signé ensemble quelque chose. Je veux dire que... C'est autre chose. Ah, c'est deux choses différentes. C'est deux choses. Okay, je veux dire par là que Marie-Jeanne, Lucette Michaud-Chevry et Karam, retenons ce qui nous rassemble. Pas ce qui nous divise. Alors, je réponds quand même. Tout le monde est gentil, faisons tous ensemble. Je n'y crois pas. Par contre, il y a des sujets sur lesquels nous devons tous, par exemple, sauver la Martinique de l'épidémie, c'est un sujet de rassemblement. Bien. Voilà. José, sur Lucette Michaud-Chevry. Oui, dans le cadre de mon métier, je l'ai rencontrée, elle est impressionnante. C'était une dame impressionnante. Moi, j'ai souvent dit, c'est le plus grand homme politique de la Guadeloupe. Bien. Tout à fait. Eddie. Moi, je retiens le courage de cette femme. Alors, je l'ai interviewée. On a sorti un numéro spécial d'ailleurs. Lucette règle ses comptes. C'était génial. C'était génial. C'est vraiment génial. Notamment sur le fait qu'elle dise. Mais vous savez, les hommes politiques, M. Marajou, elle a répété parce que c'était pas nous en direct. Moi, les hommes politiques, je les ai sous ma jupe, hein, donc c'est pas un problème. Non, le courage, pourquoi? Cette femme a été la cible des mouvements extrémistes guadeloupéens pendant des années. On lui a tiré dessus lorsqu'elle était à son bureau. Brunette l'a fait pleurer. Ouais. On a mis une bombe au siège de son parti. On lui a lancé un cocktail Molotov au visage durant la campagne des législatives en 1986, et c'est le beau-père de sa fille qui s'est mis devant pour éviter que le cocktail Molotov arrive sur Lucette, et il a reçu le cocktail Molotov de la figure, il a été brûlé, son visage a été brûlé, Monsieur Pinchard. Voilà ce à quoi Lucette a échappé. Mais malgré ça, je cite un truc, Lucette échappe à l'attentat le samedi soir. Le dimanche soir, elle est repartie en campagne. Et le dimanche soir, les types reviennent, lancent à nouveau des cocktails Molotov, tirent au flingue sur les gens et foutent des pierres. Et Lucette est debout, elle continue à parler. Alors, le jour où on aura voilà, c'est ça qu'il faut retenir de cette dame. Ouais. Entre autres. Alors, Lucette Michaud-Chevry. Donc, c'est simplement faire expliquer un petit peu aux gens que c'était la belle-mère de Maître Michaud.
Exact. Maître Michaud, qui est avocat. le fils de son mari. Tout à fait. Voilà, c'est le fils de son mari, Maître Elle Michaud. s'est d'abord mariée avec un Michaud, Voilà. et ensuite avec un chevrier. Voilà. Monsieur le maire, vous êtes aussi le président du SMEM. Très rapidement, monsieur le maire, je sais que... Très rapidement, je vais essayer. Alors, à quand vous avez mis l'électricité partout en Martinique, solaire, vous avez commencé au beau monde, donc je vous félicite pour ça. On y travaille, ça avance très fort et nous travaillons avec tous les différents partis impliqués, c'est-à-dire aussi bien la CTM que l'État à travers l'ADEME et la DEAL et que EDF. Et on y travaille tous ensemble et je pense que nous avançons sérieusement. On a des choses qui sont en cours. Le SMEM a des projets de bornes rapides, recharge en quelques minutes. Pour les voitures ? Pour les voitures et notamment avec le maire du Lamentin. Depuis 1 an et quelques, on travaille sur un projet qui va permettre d'avoir au Lamentin 2 bornes qui permettront à des bus électriques d'être rechargés en quelques minutes. Parce que vous comprenez que c'est ça le problème. Donc ça c'est un exemple de ce sur quoi nous travaillons. On travaille sur l'éclairage public, on travaille effectivement sur tout ce qui est énergie renouvelable et nous avons ce qu'on appelle la SPL, qui est la Société publique locale, qui est une émanation au départ du SMEM et qui elle-même gère les installations que nous mettons en œuvre. Parce que le budget de l'électricité dans une commune, c'est élevé, c'est très élevé, c'est considérable. C'est considérable. Il y a des petites communes qui ont des budgets de 200, 300, 400 000 euros d'électricité. Et l'idée, c'est bien évidemment de faire des économies considérables, parce qu'on est probablement le seul pays où le principal producteur d'électricité nous dit moins vous consommez, moins je perds de l'argent. C'est ça la réalité. EDF aujourd'hui, structurellement, perd de l'argent dès que la consommation augmente. C'est débile, mais c'est ça la réalité. Donc, moins tu consommes, plus tu facilites la vie des entreprises. Il faut savoir que pour une commune, si tu me permets, pour une commune, comme la vôtre par exemple. Par exemple, l'éclairage, quel qu'elle soit, l'éclairage public représente 60% de la dépense en électricité de la commune, l'éclairage public, puisqu'il faut bien éclairer les routes. Ouais. Et c'est là que nous, le SMEM, tous ensemble, toutes les communes ensemble, et avec la CTM, nous avons eu des subventions grâce à la CTM qui nous a permis de lancer un projet sur lequel nous avons 25 millions d'investissements en cours. Et là, nous avons la nouvelle mandature qui, sur le principe, nous a dit qu'elle nous suit toujours pour pouvoir compléter. Mais on devrait être le premier territoire français à avoir réalisé ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire mettre de l'éclairage LED dans toutes les communes. Il faut bien vous dire que ça, c'est pour une commune, sur la dépense de l'éclairage public, ça peut faire 50 à 60% d'économie. Ouais. C'est-à-dire que ce qui coûtait 100 coûte 40. Et ça, on est en train d'y aller, et c'est le SMEM et ses élus qui font ça. Alors, monsieur le maire, monsieur le président, vous pourrez faire encore des économies plus importantes si vous pouvez mettre un système pour arrêter la lumière à 5 h du matin ou à 6 h. Parce que quand à 8 h du matin, on voit que les ampoules sont allumées, on se pose des questions. Là, je réponds. Je parle de choses que je connais un petit peu. D'abord, nous avons sur le système, il y a des armoires qui font que ça s'allume ou ça s'éteigne. Des fois, on a des problèmes sur ces armoires-là parce qu'elles sont justement, elles datent. Et le réseau est lui-même, il y a une question de neutre, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui cause des problèmes les armoires. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des ampoules LED qu'on a mises avec des armoires. C'est ça qu'on a eu comme financement, pour lequel l'AFD nous a avancé l'argent, qui permet aux communes, les communes n'ont pas à sortir 1 centime. Pourquoi? Parce que la part communale est préfinancée par l'AFD, qui est remboursée sur les économies que la commune fait. L'AFD, c'est quoi? L'Agence française de développement. Et alors, il faut bien comprendre une chose. C'est une banque. C'est une banque. Française, c'est le gouvernement indirectement. Oui, c'est une banque d'État. Banque d'État. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces armoires-là, aujourd'hui, permettent de gérer l'ampoule. Si on décide que la lumière va augmenter à 7 h jusqu'à 10 h, qu'elle va commencer à décliner
parce qu'à partir de 10 heures, il n'y a plus beaucoup de gens qui se déplacent dans le quartier. Tout ça se fait aujourd'hui avec l'armoire. Grâce à l'armoire. Et c'est ça à quoi nous avons abouti au SMEM, tous ensemble. Donc il n'y aura plus de ville allumée jusqu'à 8h du matin. Est-ce qu'on peut lui rendre hommage? Parce que autant en profiter, parce que d'habitude on rend hommage aux gens qui sont morts. Donc là on a un vivant, donc on va lui rendre hommage en direct. Sur les stratégies de financement, c'est important pour les élus qui nous écoutent. Au SMEM, Ralph a mis en place une stratégie qui a consisté à dire c'est pas la peine qu'on aille systématiquement prendre l'argent des fonds européens très classiques. Allons essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Il a découvert qu'il y avait entre 600 et 800 fonds différents sur l'Union européenne qu'on pouvait aller voir. Alors que les hommes politiques d'habitude, c'est FEDER, classique. Lui, il s'est dit, allons voir. Et il a obtenu du fric que personne n'avait jamais été chercher. Pire, il a fait pire. L'éclairage public ne faisait pas partie des fonds, des composantes qui étaient finançables par les fonds européens. Il a dit, oh les mecs, pourquoi on peut... Il a dit aux Européens, les mecs, vous avez oublié l'éclairage public. Les mecs disaient, ah ouais, peut-être, vous voulez? Et ils ont mis l'éclairage public dans les fonds. Aidé par la CTM. Très bien, c'est très bien. Par Miguel Laventure. Je n'ai pas voulu nommer Miguel, mais c'est Miguel qui a Miguel Laventure qui s'est battu. Qui a basculé ça. Miguel Laventure s'est battu très fort. Je tiens à lui rendre hommage, à le lui dire au nom de tous les membres du SMEM, parce qu'il était lui-même membre du SMEM. Et c'est à ce titre qu'il était très très motivé. On est vraiment en retard. Par oui ou par non, est-ce que vous allez remettre votre projet de marina à Casse-Pilote en route? Si la CTM actuelle me dit que ça l'intéresse, oui. Est-ce que vous avez trouvé les fonds en Europe pour faire votre marina? Si la CTM me dit que ça l'intéresse, on trouvera. La CTM, c'est ici, monsieur le maire. Pardon? La CTM, c'est la Martinique. Est-ce que les Européens vont vous suivre? Mais ils le suivront si la Martinique suit. Très bien. Merci beaucoup. À mon avis, il va le faire si les pilotés lui disent oui. Les pilotés vont déjà dire oui. Non, attends, ce n'est plus un projet pour 15 pilotes. Je le dis ça devant José, il sait que c'est vrai. C'est un projet martiniquais. C'est tous les Martiniquais qui veulent de ce beau projet à 15 pilotes parce que le Nord Caraïbe en a besoin. Et là, il y a une carte à jouer parce que c'est beaucoup d'argent qui peuvent découler de ce qu'on mettrait à 15 pilotes. Et ça, je reviens à la CTM. C'est la CTM qui sait si elle veut dire à 15 pilotes. On y va. Allez-y, on y va. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci Michel, merci José, merci Eddy. C'était un petit peu mouvementé aujourd'hui. Parce que j'étais là. Non, c'est les sujets en fait, c'est les sujets. Dès qu'on parle de vaccin, tout ça, bien sûr. Ça enfle. Alors merci à tous les quatre, passez un excellent week-end. Merci. Merci Grégory, et puis à très vite sur Zouk Télévision. Merci de m'avoir permis de m'exprimer, de dire des choses comme ça. Et puis surtout, merci à Eddy d'avoir dit des choses sympathiques. Que tu n'osais pas dire. Ouais, mais c'est gentil de dire des choses pour moi. Et mon cousin n'a rien dit. C'est une honte familiale. C'est une honte familiale. Je l'ai soutenu sur la question, la question du mystico-religieux, qui est une question délicate dont on avait fait. J'appelle ça du terrorisme intellectuel. Oui, mais on ne peut pas parler de ça. Oui, mais c'est fini, si vous permettez. On y va, Grégory.